Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix, de la Beauce et puis l'Étampois. C'est jeudi, donc c'est samedi 20 mars, on est à Paris. Manifestation des Gilets jaunes et d'autres qui sont peut-être plus dans des luttes et non pas un combat. Bref, on est avec Fadi Kassem et on va parler de la commune de Paris, la banque. On se souvient que la banque, c'est resté l'ennemi de tous les peuples, c'est un fondamental. Louise Michel, quand elle est revenue de déportation, elle a dit « Je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir planté le pieu dans le cœur du vampire, la banque ». Alors, est-ce que l'échec de la commune de Paris, puisque là, quand même, c'est l'anniversaire de la commune de Paris, 150 ans. 150 ans, où c'était des ouvriers, mais aussi des petits patrons, des artisans qui s'étaient levés, et en force, avec des fusils et des canons, pour ne pas capituler, ne pas collaborer avec la victoire allemande. Voilà, c'était les souverainistes. C'est un mouvement patriotique de résistance, faut le rappeler. Faut le rappeler parce qu'il y a 2 jours, il y a 2 jours, on marchait, il y avait une manif pour les 150 ans de la commune. Et il y a toujours des types, quand ils voient un drapeau tricolore, en plus du rouge, parce que le rouge était la couleur dominante, mais le drapeau tricolore, pour ces gens-là, oh là là, mon Dieu, non, c'est pas la commune. Mais malheureux, les gardes de la commune, tu crois qu'ils avaient quoi sur leurs bras? Ils avaient à la fois le rouge et le tricolore, parce que c'est tout simplement un mouvement patriotique, républicain et socialiste. Socialiste pour en finir avec ce qu'on appelait la Bastille financière, c'est-à-dire la Banque de France. Alors, la République, on n'oublie pas quand même que la République a finalement fait tirer sur la commune et a massacré tout le monde. Je précise, la République, à l'époque, avec une large majorité monarchiste, car c'était les monarchistes qui étaient à ce moment-là à la tête de la République. Et en l'occurrence, le dénommé Adolphe Thiers. Adolphe Thiers qui n'avait qu'une ambition, être financé par la Banque de France et s'entendre avec les Allemands pour écraser ce qui leur paraissait l'ennemi majeur, la Commune de Paris. Alors, les amis, la Commune de Paris a été récupérée par beaucoup de mouvements gauchistes, avec une idéologie, etc. derrière. Mais toi, tu es prof d'histoire. Ouais. Donc il y a des faits historiques, qui sont importants par rapport à la Commune de Paris et par rapport à la banque, qui pourraient éventuellement nous servir plus tard. Alors, pourquoi n'ont-ils pas neutralisé la Banque de France, qui a financé, et avait des réserves d'or et d'argent, et qui a financé les Versaillais, alors qu'ils étaient sur le territoire contrôlé par la Commune de Paris et qu'ils avaient leur propre milice à l'intérieur de l'édifice de la Banque de France. Comment ça se fait? Explique-nous pourquoi finalement la Commune de Paris, ils ont été aussi calmes et tièdes. Alors, comment ça se passe? Écoute, il y a les 2 éléments. Il y a 2 éléments. Le premier élément, peut-être une mauvaise appréciation du rapport de force et la peur de ne pas pouvoir peser suffisamment. Mais il y avait aussi l'erreur de croire qu'on pouvait s'entendre et négocier probablement avec la Banque de France. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la Commune de Paris avait quand même pris des décisions majeures, comme par exemple le fait de ne pas faire payer les loyers, le blocage des loyers, donc pour les habitants, etc. Donc il y avait de véritables mesures sociales. Mais il y a un moment donné où lorsque tu ne t'attaques pas au cœur du problème parce que tu as peur de la réaction et parce que tu crois aussi que tu peux trouver un compromis, tu commets l'erreur fatale. Quelle est l'erreur fatale? C'est de ne pas avoir nationalisé la Banque de France, la fameuse Bastille financière. La conséquence, c'est que parce qu'en réalité, le 18 mars 1871, elle est attaquable, la Banque de France. Il y a des discussions, il y a des hésitations. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Bon, on va essayer de s'accorder avec. Il semblerait que les royalistes, au départ, soient prédisposés à laisser faire. Mais en fait, ils ne vont pas laisser faire. Et la Banque de France, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle qui va donner l'or pour le moment de la paix de Francfort en mai 1871 avec l'Allemagne. Et d'un commun accord, l'Allemagne et les Versaillais vont écraser la commune. Parce qu'on répète... Et endetter le peuple. Bien sûr. Parle-nous de cette dette. Le même problème. Cette dette que l'Allemagne a fait payer à la France. Et c'est les petits artisans, les ouvriers et les petits patrons qui vont payer cette dette. Parce que si tu touchais à la Banque de France, tu touchais aux grandes familles. Ce qu'on a appelé au XXe siècle les 200 familles. Les fameuses 200 familles. C'est la synarchie, c'est ça? En gros, c'est exactement ce qui va constituer progressivement la synarchie dans les années 30 et qui a abattu la République en 1940. Et d'ailleurs, ça, c'est démontrable. Les archives des policières, etc. le démontrent parfaitement. Donc, très clairement, il y a le refus pour ces gens-là de payer déjà, de payer la dette de guerre à l'Allemagne et de faire payer dès lors... Tu parles des gens de la commune? Non, je parle de la grande bourgeoisie qui refuse de payer et qui va faire payer, évidemment, les petites gens, les gens de la commune. Parce que pour la grande bourgeoisie, hors de question de payer une dette qui soit celle en fait du peuple. Et c'est le peuple qui va être saigné pour être obligé de régler finalement ce problème-là. Si la banque avait été nationalisée, il faut bien rêver, il n'y aurait pas eu que la banque, il y aurait les grandes fortunes.
Tu crois qu'elles vont faire ça? Pas question. D'autant plus que leur ennemi, c'est pas l'Allemagne, c'est le mouvement populaire, c'est la Commune de Paris. Donc pour retransposer ça actuellement, mouvement populaire, il y a un seul mouvement populaire depuis 2 ans et demi, c'est quand même les Gilets jaunes. Un gros mouvement populaire, et d'ailleurs on voit bien à quel point ça sème le trouble, parce que même si avec toutes les circonstances actuelles c'est beaucoup plus difficile de mobiliser, la réalité c'est que c'est ce mouvement-là qui a ébranlé le pouvoir depuis 2 ans et demi, incontestablement. Et d'où d'ailleurs nous avons toujours, moi je suis gilet jaune, je ne suis pas que gilet jaune, mais dès le premier jour, dès avant le 17 novembre 2018, soutien à 200%, parce que c'est ça, c'est le soulèvement du peuple. C'est le soulèvement du peuple en colère. Et quel est ce peuple? Les petits travailleurs, les petits artisans, des petits commerçants, des petits salariés, des gens des précaires, les retraités pauvres. Tout, c'est-à-dire tout simplement, je vais même aller plus loin, c'est un soulèvement pour la souveraineté, c'est-à-dire pour vraiment prendre le pouvoir. Alors la souveraineté actuellement, on n'en a pas, puisque c'est les lois européennes et les traités internationaux qui prévalent sur la loi française. Alors les députés qui touchent plus que 90% de la population et les sénateurs votent des lois parce que ce sont des gamelleurs, hein. Ils ont fait leur carrière politique. Qui finance les partis politiques, si ce n'est les mêmes qui nous saignent? On est bien d'accord, et d'ailleurs je prends un seul exemple, le cas de l'Union Européenne est spectaculaire. Quand tu es membre d'un parti comme le parti de la gauche européenne, tu reçois la subvention. Tu reçois la subvention. Alors qu'est-ce que tu vas remettre en cause dès lors l'Union Européenne? Tu vas pas mordre la main qui te nourrit. Non. Ce qui fait que ce qui est remarquable avec le mouvement des Gilets jaunes, et on le voit, ce sont des gens qui mettent de leur argent. J'en ai encore croisé tout à l'heure qui viennent de Montpellier, de Boulogne-sur-Mer, on a discuté. Les gars, ils s'en fichent. Ils mettent leurs économies dans un billet de train. Pourquoi? Parce qu'on combat, c'est pas une lutte, c'est un combat à mort, et on le sait. Oui. C'est soit eux, soit nous, soit les puissances oligarchiques bancaires, soit nous. Et on combat pour la justice, la dignité et le bien commun. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu sais, il ne faut jamais oublier la devise de 1792, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Là, tu vas nous parler de Robespierre. Forcément. Et à un moment donné, on est obligé d'en parler, mais c'est intéressant parce que Robespierre, qu'est-ce qu'il défendait? Il défendait justement les sans-culottes, on le sait parfaitement, c'est injuste aussi d'ailleurs. Et il défendait, et j'insiste sans-culottes, gilets jaunes, on est un peu dans le... C'est la même chose, et je vais aller beaucoup plus loin, parce qu'on parle de la commune de 1871. Mais le premier mouvement communal, il remonte au XIIIe siècle, il ne faut jamais l'oublier. C'est même avant, hein, 12e, 13e siècle, au Moyen-Âge. Et puis, la première grande commune insurrectionnelle, c'est celle de 1792-93. C'est la commune insurrectionnelle de Paris. Et cette commune insurrectionnelle de Paris, c'est celle des sans-culottes. Et j'insiste dessus parce qu'on accuse souvent les Jacobins d'avoir écrasé les mouvements des communes. C'est pas vrai. Lisez les discours de Robespierre, ceux de mai 1793, qui expliquent très clairement qu'il faut qu'il y ait un maximum de pouvoir et de liberté au niveau des communes. Parce que c'est là où se joue finalement la décision souveraine. Donc là, on a le principe de subsidiarité, c'est-à-dire tout ce qui peut être fait au plus bas de l'échelon administratif, au plus proche de la population, doit être fait. Mais la souveraineté doit être au niveau le plus bas. Parce que tout simplement, plus tu vas bas dans l'échelle, plus le pouvoir arrive à qui? Il va arriver tout simplement aux citoyens concrètement, qui vont pouvoir régir à travers des conseils. Il faut savoir qu'il y avait toutes les sections révolutionnaires, comme du Faubourg Saint-Antoine, etc., pendant la Révolution française. Et la commune, c'est la même chose. Ce sont les citoyens, les travailleurs qui s'approprient finalement le pouvoir. Bon voilà, commune. Et je répète, ça commence au Moyen-Âge en fait. Alors le projet derrière, comment faire pour mettre le pied dans le cœur du vampire, si ce n'est la nationalisation de toutes les structures financières et oligarchiques. Et puis de sortir de tout ce qui est supranational, au-dessus des nations, c'est-à-dire au-dessus de la souveraineté. Si on veut s'approprier ces structures-là, inévitablement il faut en finir avec ce qui nous empêche de pouvoir y accéder. En particulier la Banque Centrale Européenne, l'OMC, le FMI, la Banque Mondiale. La BRI, la Banque des Règlements Internationaux. Mais évidemment. La Banque des Banques Centrales. C'est logique. Mais comment tu veux faire sinon? La concentration, c'est simple. Le principe de concentration, il a été analysé par Marx, par Engels, par Lénine. Plus tu concentres et plus tu dessaisis le peuple. C'est aussi simple que ça. Alors l'avenir est donc finalement au principe de subsidiarité. En tout cas, à la transparence. J'ajouterais avec contrôle démocratique. Parce que c'est ça, si on fait de la subsidiarité pour donner le pouvoir à des potentats locaux, ça n'a aucun intérêt. S'il y a un véritable contrôle derrière, souverain, citoyen, et des travailleurs, alors là il n'y a pas de problème. Mandat impératif et révocatoire, c'était déjà sous la Commune de Paris, c'était pratiqué également dans la Russie bolchevique, oui.
mandat impératif et révocatoire. Ah Ça oui. veut dire quoi un mandat impératif et révocatoire? Ça veut dire que tu dois respecter ta parole quand tu as été élu. Tu dois respecter ta parole. Et si tu la respectes pas? Bah, tu dégages, t'es révocatoire. Et pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle directement des citoyens. Parce que là, tu n'es pas en train d'attendre tous les 5 ans qu'il y ait quelqu'un qui vote pour, encore une fois, toujours la même chose, c'est-à-dire des promesses qui ne seront pas tenues. Parce que à partir du moment où tu n'as pas de pression, tu fais ce que tu veux. Et on l'a bien vu en 2008, les types élus à l'Assemblée nationale avaient adopté le traité de Lisbonne qui avait été rejeté 3 ans auparavant. Mais comment ils ont pu le faire? Parce qu'il y avait zéro contrôle sur eux. Il n'y a pas de problème. Aucun mandat impératif et révocatoire. Et donc mandat impératif et révocatoire, mort à la dette, à la dette publique, l'esclavage par la dette, bien sûr. Je rappelle quand même que la démocratie est née, la démocratie, c'est relatif à Athènes il y a 2500 ans, mais l'une des conditions majeures, ça avait été la suppression de l'esclavage pour dette. C'est l'une des grandes premières mesures prises il y a 2500 ans en Grèce, la fin de l'esclavage pour dette. Et bien là, on y retourne aujourd'hui. D'accord. Et Nationalisation de la Banque de France. nationalisation de la Banque de France. Et pas que. De toutes les structures bancaires. BlackRock, t'en penses quoi de BlackRock? On nationalise ou on nationalise pas? Écoute, Kerguelen ou pas pour les mecs qui ont collaboré au pillage du pays? ce qui est sûr, c'est que très souvent, l'être humain s'accomplit lorsqu'il fait des efforts par l'éducation et le travail. Voilà. Voilà, donc c'est un message clair. Par rapport à l'évasion fiscale repose sur le système des paradis fiscaux. Tout à fait. Système qui repose sur les Selon trusts anonymes. Je rappelle que selon M. Sarkozy, il n'y a plus de paradis fiscaux depuis 11 ans. Bien sûr. Voilà, Alors, les paradis fiscaux reposent sur le système des trusts anonymes. Ouais. Epstein, avant de se faire suicider dans sa cellule, avait légué toute sa fortune une semaine avant à un trust anonyme. Et même pour les Américains, ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Alors, le trust anonyme, il nous suffirait. Et on voit bien que les politicards, les politiciens professionnels, les gamelleurs sont des putains de traîtres. Parce qu'il suffirait de faire une loi pour interdire les transactions avec les trusts anonymes pour les sociétés françaises, pour récupérer de 80 à 150 milliards d'euros par an. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le sénateur Bocquet de la commission sénatoriale contre l'évasion fiscale qui a produit son rapport en 2011 et dont le rapport a été enterré en 2012. Je viens de dire le problème, il est enterré. Alors, on parle pas du sénateur Bocquet qui très gentiment Non. nous avait fait 40 minutes d'interview à la sortie du Sénat. Je On parle parle du de son rapport Je parle du sénatorial. Donc on voit bien que si des gars qui bossent en usine comme nous, ou qui bossent à l'école, ou qui bossent dans les transports ou en cuisine, arrivons à réfléchir à ça en se disant il suffirait d'une loi pour annuler les transactions commerciales et juridiques avec les trusts anonymes. Il suffirait d'une loi. Sauf que cette Sauf loi, que tous les sociotraîtres, ils le savent. Soit c'est les incompétents et on est plus compétents qu'eux, soit ils le savent et ce sont des vendus. Et puis de surcroît, tu veux faire ta loi, mais tu auras la pression de qui? Pas de la banque, de l'Union européenne. Et de ceux qui ont financé ton parti. Ah, évidemment. Parce qu'un parti, ça coûte très cher. Ah bah, je comprends. Quand les mecs se font des rémunérations sans aucune transparence et aucun consensus à 4 000, 5 000, le gars de la CGT, là, moustache, il est à combien avec le chauffeur? Pas mal à mon avis. Bon. Pas mal du tout. D'ailleurs, il est terriblement contesté, hein, il faut savoir. La CGT est dans une situation très difficile justement à cause de ce genre de comportement. Ça arrête pas à un moment donné. Donc un appel à la base de la CGT, Évidemment. reprenez le pouvoir. Évidemment, c'est le syndicalisme. Imposer. C'est le syndicalisme de classe et de masse. C'est là du syndicalisme de compromission, fait du syndicalisme révolutionnaire, reprenez le pouvoir aux gars de la base, Évidemment. imposez, demandez pas, ils vous le donneront pas, imposez le mandat impératif et révocatoire et la transparence du travail et du financement en interne. Et je dirais, il faut jamais l'oublier, la lutte contre la corruption. Alors, lutte contre la Je corruption. suis pas d'accord avec toi parce qu'on a un niveau sémantique, on n'est pas sur de la lutte, on est sur du combat. Le combat. C'est à mort. Mais contre la corruption, nous sommes bien d'accord. La corruption doit être éradiquée. D'ailleurs, je rappelle juste que c'était le combat majeur mené par Robespierre, surnommé l'incorruptible. C'est pas pour rien. À son époque. Là, on a une problématique. Où s'arrête le lobbying et où commence la corruption? Ah bah, tu sais, on pourrait dire que tout homme est faillible, n'importe qui. Moi, le premier, hein, éventuellement. D'où la nécessité d'un contrôle citoyen à la base. Parce De que transparence. Si t'as pas ce contrôle citoyen à la base, c'est très facile de s'abandonner dans les délices, dans la volupté, etc.
Alors que quand tu as un contrôle, une pression, Toi, t'as envie de manger du homard, hein. j'aime bien le homard, mais j'ai pas l'occasion d'en manger, c'est trop cher. Et j'ai pas les caviar qui va avec. Mais alors, en fait, ça nous amène à une problématique très simple, c'est de l'homme providentiel. Là, tu parlais de Robespierre, l'incorruptible. Il y en a un tous les Il y avait 300 pas ans que qui lui, arrive. Et il n'y avait pas que lui d'ailleurs. D'accord, mais le problème, c'est que ceux qui font carrière et qu'on voit dans les médias, etc., c'est des arrivistes. Donc forcément, ils ne sont pas incorruptibles, ils sont là pour la gamelle, pour briller. Et donc, ils sont repérés par ceux qui ont de l'argent à investir pour corrompre, monter des partis qui voteront des lois à leur avantage. Donc, comment faire? Est-ce qu'il y aura encore des hommes providentiels ou c'est au peuple de prendre individuellement et personnellement ses responsabilités politiques? Tu sais, je vais te dire un truc, Robespierre, il n'a pas émergé comme ça. Il émerge parce qu'il y a un mouvement populaire. Là-bas, c'est ça. Quand tu as un mouvement populaire, tu as des gens qui sont capables d'émerger. L'important étant que ces gens restent toujours au contact avec le mouvement populaire. Et pour s'assurer qu'ils restent au contact avec, ça nécessite qu'il y ait ce contrôle à la base. Et cette transparence, et maintenant avec les outils modernes, les lives, c'est tout à fait possible de faire des audits très réguliers de la comptabilité et de l'organisation de n'importe quelle structure en transparence intégrale sans aucun montage. C'est possible, c'est faisable. Et d'ailleurs, c'est ce que les Gilets jaunes constituants font, et pas que les Gilets jaunes constituants. Moi, je le vois à travers des tas de groupes de Gilets jaunes. Nous, à notre échelle également, on le fait. On est là pour informer, pour mener le travail de conscientisation. Voilà, c'est ce travail de conscientisation qui est central pour la suite, parce que même si là, il y a moins de monde, faut pas croire. En réalité, ça travaille dans les têtes et on voit les idées qui avancent. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tuer tout, on peut tuer des hommes, on peut tuer tout ce qu'on veut, mais pas des idées. Les idées, elles avancent. Merci citoyen. Travail de longue haleine, mais ça fait 2 ans et demi qu'on est et on va pas lâcher. Et on lâchera rien. On lâchera rien, force et honneur. Aouh, 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 aouh. Voilà les amis, vous étiez avec les Gilets jaunes constituants, Pays de l'Uropois, de la Beauce et de l'Étampois. Et c'est jeudi, on est à Paris et une petite interview avec Fadi Kassem, prof d'histoire, qui nous a donné de la data sur la commune de Paris, Robespierre et la banque. Et tout simplement, on ne fait pas de compromission avec l'ennemi, pas de négociation avec l'ennemi. Sinon, on finit comme la commune de Paris. Voilà, force et honneur les amis.